vers le chemin de la responsabilité, qu'elle soit responsable d'elle-même et qu'elle sorte du parcours de la délinquance parce qu'on dira « ouf, moins de victimes ». On a compris le principe. Je vous propose de nous intéresser à un cas concret. C'est une nouveauté, on sera amené à le faire de temps en temps cette saison dans l'émission pour une meilleure pédagogie. En l'occurrence, il s'agit d'un cas douloureux. Bonsoir madame, vous ne souhaitez pas que votre identité apparaisse. Si vous êtes avec nous, c'est parce que vous êtes la mère de Priscilla, 31 ans. Elle est responsable marketing dans une entreprise. On a parlé de cette affaire cet été. Elle a été violemment agressée, et le mot est faible, alors qu'elle regagnait son domicile un soir à Colombes. Elle a été laissée pour morte. C'était il y a près d'un mois et elle est restée dans le coma jusqu'à ces derniers jours. Vous m'arrêtez si je me trompe. Ce qu'on a appris ensuite, c'est que le même soir, 40 minutes plus tard, l'agresseur présumé, qui a 26 ans, s'en est pris à une autre jeune femme. Il l'a violée, puis il a volé son sac. Et on a appris aussi qu'il était déjà connu de la police, déjà condamné par la justice pour des violences, des vols et une agression sexuelle. Au moment des faits, il y a un mois, il purgeait une peine en semi-liberté pour conduite en état d'ivresse. Il était en semi-liberté, il devait rentrer en cellule à 21 h. Vous avez décidé, madame, de porter plainte contre l'État. Pourquoi et que souhaitez-vous dire ce soir à la garde des Sceaux? Parce qu'il y a des cas comme ce jeune homme qui sont irrécupérables. Tout simplement. Ce personnage, depuis l'âge de 14-15 ans jusqu'à maintenant 26 ans, 50 interpellations, 12 condamnations, très éclectique, recel, trafic de drogue, violence, conduite en état d'ivresse sans permis, enfin, et voilà, il fait un petit peu de tout. Ce que vous nous dites, c'est qu'il n'aurait pas dû, d'après vous, se trouver dans un régime de semi-liberté. Ah ben, je suis pas la seule à le dire. Si vous interrogez le personnel de police, qui l'ont connu tout le long de sa jeune vie, tout tend à dire la même chose. Alors, il y avait droit, vous pensez qu'il y a eu en quelque sorte une faute de discernement lorsqu'on a décidé qu'il pouvait bénéficier de ce régime. Il travaillait, je crois, dans une supérette pendant la journée, il devait rentrer à la prison de la Santé le soir. Il aurait dû être à la prison de la Santé au moment où il a agressé votre fille et puis une autre victime 40 minutes plus tard. Vous pensez qu'il y a donc eu un défaut de discernement? Est-ce que vous pensez aussi qu'il y a eu un défaut de surveillance lors de cette peine de semi-liberté, un défaut de contrôle? Les deux, tout en même temps. C'est vraiment c'est même incroyable parce qu'en fait, il commence son soi-disant stage le 1er juillet. Le 15 juillet, il se blesse en faisant l'imbécile avec des copains. On lui donne donc 15 jours d'arrêt de travail qui l'emmène jusqu'au 30 juillet. Là, il continue sa semi-liberté tranquillement, à ne rien faire toute la journée, à rentrer ivre tous les soirs, des caméras le filment d'ailleurs. Vous dites à ne rien faire, pardonnez-moi, vous dites à ne rien faire, il était censé travailler à cette supérette. Mais non, puisque du 15 au 30 juillet, il était en arrêt de travail. Voilà, et ensuite arrive le mois d'août, où il est censé aussi travailler, mais personne ne vérifie qu'au mois d'août, le service de restauration pour lequel il travaille est fermé. Donc il passe ses journées dehors, à continuer ses trafics, à continuer sa même petite vie. C'est là que vous parlez de défaut de contrôle sur cette semi-liberté. Ah mais oui, parce que de toute façon, que ce soit fin juillet ou déjà à plusieurs reprises, il rentre en retard, un week-end entier où il ne se représente pas à la prison. Ensuite arrive le 7 août où il prétexte un rendez-vous de kiné et demande à rentrer un peu plus tard. En fait, le un peu plus tard, c'est pas un peu plus tard, c'est minuit moins 5. Il rentre effectivement après avoir tabassé ma fille en la laissant pour morte, en ayant essayé de la violer par-dessus le marché. Ensuite, plus loin, il rencontre cette autre jeune fille que j'appellerais Élise et qu'il viole, qu'il tabasse, qu'il traite comme une vraie chienne. Ce sont ses propres mots, tout en jurant sur le Coran. Et ensuite, il s'en va tranquillement. Donc, il était sobre au moment des faits, mais après, il va s'enivrer et il rentre à la prison. Le mot n'est pas trop fort, bourré, comme ça parlera mieux à tout le monde, avec du sang sur les mains, puisqu'en fait, 5 jours après, quand les policiers l'arrêtent chez lui, il a encore toutes les marques sur les jointures de ses mains, prouvant qu'il a bien cogné. Il a du sang encore sur ses vêtements, il a du sang sur sa sacoche, du sang sur ses chaussures. Il va se coucher tranquillement le jeudi matin,
quand il repart de la prison, il se fait un petit peu gronder. On lui dit, écoute, ça commence à bien faire, ça arrive un petit peu trop souvent. Il part donc le jeudi matin à 6 heures de la prison et on ne le reverra pas à la prison jusqu'à ce que lundi matin, les officiers du SRPJ l'arrêtent. Madame, que souhaitez-vous dire ce soir à la garde des Sceaux qui est en face de vous? Auparavant, je voudrais vous demander des nouvelles de votre fille. Ma fille est sortie du coma depuis 2 ou 3 jours. Mais c'est toujours aussi difficile. Et contrairement à ce que le procureur avait dit à un moment donné, oui, sa vie est toujours en danger. Que souhaitez-vous, qu'attendez-vous de Madame Taubira qui va commenter ce cas dans un instant? Moi, Madame Taubira, quand je l'entends parler de jeunes délinquants, moi, je n'ai rien à dire là-dessus. Ce n'est pas mon métier, je n'ai rien à dire là-dessus. Je peux tout entendre. Par contre, pour des cas comme cet énergumène, comme ce barbare, non. De toute façon, même nos lois, l'emprisonnement, etc., ça ne correspond pas aux actes qu'ils font. Ça ne correspond pas. C'est un barbare, c'est un féroce. C'est pas quelqu'un qui pourra un jour reprendre le droit chemin. Donc moi, je ne parle pas des petites peines, je ne parle pas des jeunes délinquants. Si c'est vraiment de la toute petite délinquance, mais des types comme lui, il y a un mot qui vraiment ça ne correspond pas à mon langage, mais le mot qui correspond, c'est ordure. Je suis désolée d'avoir à dire ce mot, mais c'est difficile de qualifier cet homme. Ça n'est pas un homme. Dire que c'est un animal, c'est un outrage aux animaux. Donc c'est quelqu'un d'irrécupérable. La violence, mais vous pouvez pas vous imaginer. Je veux dire, moi j'ai vu les photos, j'ai vu ma fille à l'hôpital. Elle avait plus de visage, mais je sais même pas si vous pouvez imaginer ce que c'est. Merci Madame, merci pour votre courage aussi d'être venue témoigner. Puis on souhaite bien sûr de tout cœur le meilleur rétablissement possible pour votre fille Priscilla. Madame la garde des Sceaux, vous voyez qu'il y a plusieurs problèmes qui sont posés là. Le premier, c'est peut-être l'opportunité de cette décision de placer cette personne dans un régime de semi-liberté. Alors la difficulté, on l'a compris, c'est que il a déjà été condamné pour agression sexuelle, pour des faits de violence, mais en l'occurrence, il s'agissait d'une conduite en état d'ivresse. Est-ce qu'il y a là, d'après vous, une faute d'appréciation de ceux qui ont pris cette décision? D'abord, je veux saluer le courage de Madame. On peut comprendre son émotion et je trouve que une partie des questions que vous lui avez posées, mais bon, pardon, j'éviterai de le dire, mais on peut imaginer la souffrance de ces personnes. On peut imaginer la souffrance de sa fille. On ne peut même pas imaginer d'ailleurs. On ne peut même pas imaginer. J'ai une règle, face aux victimes, je fais silence. Là, je cherche mes mots, parce que toujours face aux victimes, je fais silence. Je pense que, par décence, M. Pujadas, ni vous, ni moi, ne traitons de ce cas-là. Ne portons de jugement sur la décision du juge. C'est trop facile. Il importe que le juge puisse s'expliquer sur l'opportunité de sa décision. Mais nous sommes dans une démocratie, dans un état de droit. La justice se rend dans les juridictions, la justice se rend dans les prétoires. Je traduis un peu votre... Je m'incline devant la souffrance de Madame. Je comprends que Madame ne veuille rien entendre. Je pense que déjà, d'une certaine façon, lui demander de répondre à des questions difficiles, c'est sans doute ajouter à sa peine. Donc pardon, je m'incline, c'est tout. Je m'incline. Elle est libre de ses choix. Elle a souhaité témoigner. Ça n'est pas d'ailleurs la première fois qu'elle le fait. Elle est libre de ses choix, mais bien entendu, et je salue le courage qu'il faut pour venir témoigner. J'espère aussi que sa fille ira bien. Je sais que l'on me rend comptable de tout et je l'accepte. J'en accepte l'augure. Je n'ai pas souvenir que d'autres gardes des Sceaux aient eu à ce point à répondre aux décisions de justice. Mais j'accepte les accusations directes, j'accepte de répondre parce que je pense que cette souffrance est telle que, elle peut s'exprimer par des mots lorsque les personnes ont le courage de le faire. Et en face de ça, on doit s'incliner. Vous disiez tout à l'heure, bien sûr que les juges sont faillibles, tout homme est faillible, les journalistes sont faillibles,
tout un chacun est faillible. Est-ce que ce cas particulier, vous n'en connaissez peut-être pas le détail, nous non plus, je n'ai pas à en connaître, peut rentrer je dans n'ai pas ce à en cas de connaître figure? quoi qu'on pense. Est-ce que ce cas particulier peut rentrer dans ce cas de figure? Autrement dit... Mais il est possible que le juge se soit trompé, Monsieur Pujadas. Il est possible que le juge se soit trompé. Sur quelle base je me permettrais de dire que le juge s'est trompé? Vous voulez que nous rejouions les feuilletons de ces dernières années? Chaque fois qu'il y a une décision, une situation douloureuse, chaque fois qu'il y a un drame, chaque fois qu'il y a une tragédie, on trouve un conseiller d'insertion et de probation à accuser, on trouve un juge d'application des peines à accuser, on trouve un procureur à accuser, on trouve un juge du siège à accuser. C'est ce que... Posons la question d'une autre manière. Je ne crois pas que ça atténue la souffrance ni de la victime, ni de la famille de la victime. Le fait de reconnaître des erreurs peut atténuer la souffrance. D'abord, pour reconnaître l'erreur, il faut qu'elle soit établie. Il faut qu'elle soit établie, Monsieur Pujadas. Pour dire les choses autrement, est-ce qu'il ne faut pas, dans ces cas de semi-liberté, dans ces cas de peine alternative à la prison, des moyens de contrôle particuliers, renforcés peut-être? C'est exactement ce que nous sommes en train de mettre en place. C'est exactement ce que nous sommes en train de mettre en place. Lorsque nous mettons en place cette contrainte pénale, lorsque nous mettons en place ce suivi resserré, aujourd'hui vous avez des sursis mis à l'épreuve qui ne font pas vraiment l'objet de suivi. Et vous avez des sursis mis à l'épreuve qui sont prononcés aussi bien pour une conduite en état d'ivresse ou un défaut de permis ou pour des faits plus graves et qui ne font pas l'objet d'un suivi. La contrainte pénale fera l'objet d'un suivi immédiat et serré. Donc, il s'agit d'améliorer le dispositif. Je pourrais faire facilement, Monsieur Pujadas, le procès de l'ancien gouvernement, parce que la situation actuelle, elle est le résultat des lois qui sont encore actuelles, nous ne les avons pas modifiées, des pratiques, des décisions sur la base voilà. Je reviens une dernière fois de sur ces 67 lois pénales et 33 lois de procédure pénale qui ont été adoptées avec, je le répète, des injonctions contradictoires. Je pourrais, mais je ne joue pas à ça. Je ne le joue pas en termes de responsabilité politique, je n'y joue pas. Mais j'aurais encore moins l'idée d'y jouer devant la souffrance d'une victime ou d'une famille de victimes. Je reviens une dernière fois sur ce cas précis. Vous avez entendu un homme qui est censé travailler dans une supérette dans le cadre de cette semi-liberté. La supérette est fermée au mois d'août et visiblement personne ne s'en aperçoit. Je vous répète que la justice ne se prononce pas là sur un plateau de télévision. J'en suis profondément désolée. Je suppose les frustrations que cela suppose. Je suppose ce que ça peut ajouter à la douleur, mais à qui nous rendrions service de faire en sorte que les prétoires se transportent maintenant donc, sur les plateaux de télévision? À qui nous rendrions service? Certainement pas aux victimes les plus vulnérables, les plus à la portée des délinquants et des criminels. C'est certainement pas à ces victimes-là que nous rendrions service. La question qu'on peut poser, puis je vais vous redonner la parole, Dominique, peut-être justement sur les moyens, c'est vous pensez qu'avec votre loi, ces moyens de contrôle seront supérieurs et qu'une telle situation aura moins de chances de se reproduire? Je ne sais plus comment vous le dire, puisque je vous dis que la loi est tout entière tendue vers la lutte contre la récidive et la prévention de la récidive. Mais il y a déjà, j'allais dire, un stock de peines non exécutées. On les chiffre, je crois, à 80 000. Comment pouvez-vous aujourd'hui assurer que ces contraintes pénales de demain, à partir de 2015, seront, elles, exécutées? Vous l'avez dit, il faut des hommes en plus. Il y a peut-être un chiffre qu'on peut voir. Le nombre d'agents de probation qui sont chargés de ce suivi, en France, il est de 2790. Alors c'est une comparaison. Un agent en France surveille, si vous me permettez cette expression, plus de 100 condamnés, quelquefois jusqu'à 200. En Suède, bien sûr, vous me direz, c'est pas la même population, un agent pour 20 condamnés. Vous avez certainement entendu, alors c'est bien que vous donniez les chiffres, parce que vous avez certainement entendu que nous avons créé 63 postes de conseillers d'insertion et de probation pour l'année 2013, et que nous en créerons 300, 10% du corps, en 2014, plus 150 à nouveau
en 2015. Donc oui, nous mettons les effectifs en place pour le faire avec toute la formation, puisque nous mobilisons l'école pénitentiaire de la justice pour former. L'école est chargée de travailler justement sur les nouvelles méthodes, sur la préparation des nouvelles promotions. Nous avons créé 55 postes pour l'application des peines et l'exécution des peines, plus 40 postes de fonctionnaires, c'est-à-dire 55 postes de juge d'application des peines, de vice-président d'application des peines et de substitut pour l'exécution des peines. Donc oui, nous mettons les moyens. Oui, nous mettons les moyens. Et puis il y a la méthode. Donc il y aura une différence justement entre ce que nous allons faire et ce qui se passe aujourd'hui. Ce que nous allons faire vous apporte des garanties sur le suivi, sur le contrôle. Et dans ce texte de loi, vous avez vu qu'il y a des dispositions qui permettront à la police et à la gendarmerie de prendre des dispositions et des initiatives pour s'assurer du respect des interdictions et des obligations. Et il y avait même une disposition qui allait plus loin par rapport au code de procédure pénale et que le ministère de l'Intérieur n'a pas souhaité retenir. Donc voilà, nous apportons des garanties. Vous voulez dire sur lesquelles vous avez perdu l'arbitrage? Non, je n'ai pas perdu l'arbitrage. Il est normal que le ministre de l'Intérieur évalue la possibilité que ces services ont d'assurer un certain nombre de tâches. C'est tout à fait normal. C'est même pas un arbitrage, ça. C'est le ministre de l'Intérieur qui dit, bon voilà, tel que le ministère est organisé, voilà. Donc, oui, nous apportons actuellement, c'est comme ça que les choses se passent, effectivement, mais avec peu de moyens. Alors, sur l'exécution des peines, pardon, je n'ai pas répondu, effectivement, à cette question. Alors, on dit beaucoup de choses un peu contradictoires sur l'exécution des peines. Vous avez certainement observé que nous avons actuellement une surpopulation carcérale, aussi bien en maison d'arrêt que dans d'autres établissements. Mais pas évidemment dans les maisons centrales, puisque c'est l'encellulement individuel. Nous avons l'exécution des peines. Pour cette année, l'année 2012 qui vient de s'écouler, il y a eu plus de 90% d'exécution de peines. 90% de peines mises à exécution. Voilà. Donc il y a eu effectivement des stocks d'exécution des peines. Pourquoi? Parce que le système actuel produit cela. Avec la contrainte pénale, la prise en charge est immédiate. Le prononcé des interdictions, des obligations, le suivi individuel resserré, le contrôle par le juge d'application des peines, tout ça c'est immédiat, c'est continu. Le juge d'application des peines, en évaluant sur la base du travail des conseillers d'insertion et de probation, peut décider qu'il renforce le contrôle, il peut décider qu'il l'allège s'il constate que la personne s'implique et est en train de travailler à sa désistance, à sa sortie de la délinquance. Par contre, aujourd'hui, que se passe-t-il? Aujourd'hui, je le rappelle, 80% de sorties sèches, pas de suivi, des prononcés parfois pour échapper aux peines planchées, qui sont des peines encore plus inadaptées et qui ne font pas l'objet de suivi. Donc oui, les risques, là, ils sont plus importants, compte tenu à la fois du droit actuel, des injonctions contradictoires qui sont données aux magistrats et de la faiblesse des moyens. Mais puisque Dominique, pardon, le temps est écoulé, vous vouliez poser une dernière question sur les prisons, je crois. Voilà, c'est-à-dire qu'on dit que, ça y est, je l'ai dit, vous prenez la lutte contre le tout carcéral, oui. Ça veut dire qu'on arrête de construire des prisons, d'avoir des nouvelles places, le projet qui consistait à atteindre 80 000 places, aujourd'hui on est, je crois, au-dessus de 57 000, c'est tout? On l'abandonne? Alors, ça c'est on dit. Alors, il y a beaucoup de on dit dans ça. Alors, d'abord, je vous rappelle que nous avons déjà livré des établissements. Nous allons en livrer 3 en 2014, l'année prochaine. Nous sommes engagés, ce gouvernement est engagé sur la construction de 6 500 places supplémentaires pour ce triennal. Et nous avons déjà commencé depuis 4 mois d'ailleurs, à travailler sur le triennal suivant. Nous avons des établissements extrêmement vétustes. Je vous rappelle d'ailleurs que la France est condamnée et que les condamnations sont montées à plus de 340 000 € de dommages et intérêts en 2012. C'est un coût pour l'État, c'est l'argent des contribuables français. Les condamnations, aussi bien par la Cour européenne, mais par nos juridictions administratives et par nos juridictions judiciaires. Alors, le nombre de prisons. Sur les conditions. Alors, les 80 000 dont vous parlez, il y a eu un projet de loi de programmation sur l'exécution des peines qui a affiché 80 000 places de prison. Sauf que c'était juste de l'affichage. Et qu'il y a eu une loi de finances rectificative 2 mois après, et qu'à l'occasion de cette loi de finances rectificative, il n'y a pas eu de financement mis pour la construction. Alors 80 000 places, ça voulait dire 23 000 de plus.
Et vous, votre objectif? Il n'y a pas eu de financement. Votre objectif. Ce gouvernement, tous ceux qui le programment, ils le financent. Donc les 6500 places supplémentaires pour ce quinquennat, pour ce triennal, sont financées. Pour le prochain triennal, vous le connaîtrez lorsque le Parlement aura adopté le budget. Mais vous souhaitez qu'il faille aller plus loin? De toute façon, il faut des prisons, mais nous voulons que la prison, les personnes qui sont en prison, vous permettez qu'on rappelle qu'elles en sortent. Elles en sortent. Elles en sortent. Donc ce que nous faisons, c'est faire en sorte qu'elles n'en sortent pas sans contrôle et sans contrainte, avec des risques de récidive. Sinon, elles en sortent. Pas de sortie sèche. Donc nous voulons que la on vous a entendu. prison joue son rôle. La prison est une institution républicaine qui assume une mission régalienne. Et ce rôle consiste à punir selon la sanction prononcée par le tribunal et à préparer la réinsertion parce que, je le répète, nous voulons que la personne sortie de prison ait une vie normale dans la société. Voilà. Merci. Donc nous construisons les prisons qu'il faut, il y aura la place, mais la prison, justement, aussi pour le bien de nos personnels qui sont contraints avec cette surpopulation carcérale à faire surtout de la garde, alors que la noblesse de leur métier, c'est faire de la surveillance, mais c'est aussi préparer à la réinsertion. Et ils participent d'ailleurs à l'éclairage du juge d'application des peines qui prononce éventuellement des aménagements de peine. Donc nous allons améliorer incontestablement le système et ses résultats. Merci Dominique. Dans un instant.